Il y a de nombreuses semaines, avant que le quartier Magnu ne devienne bruyant à cause de gros générateurs et de secrétaires autoproclamés du commérage, une jeune femme nommée Ayuk s'était installée dans l'enceinte calmement, un dimanche soir. Elle était arrivée avec seulement 2 cartons, un ventilateur sur pied fatigué par les années et un petit seau en plastique qu'elle tenait en équilibre gracieux sur la tête. La manière dont elle avait salué le gardien ce jour-là donnait l'impression d'une répétition appliquée. Elle avait offert un sourire lent, une voix basse et un léger salut avec une politesse presque cérémonielle à l'intention de Takang, le gardien. À partir de ce moment, les gens avaient commencé à parler d'elle. Le lundi matin, la moitié de la concession l'aimait déjà, tant son allure savait apaiser les esprits. Elle portait de longs cabas, robes amples, qui tombaient jusqu'aux chevilles, des foulards impeccablement noués qui couvraient ses cheveux, et marchait doucement, comme quelqu'un qui ne voulait pas offenser le sol. Les enfants l'avaient baptisée « Tantine Sainte » avant même de connaître son vrai nom, et en retour, elle leur adressait un sourire contenu en passant la main sur leur tête comme une monitrice d'école du dimanche. La première semaine, sans qu'on le lui demande, elle avait balayé tout le couloir. Quand la propriétaire, Mamie Eneke, l'avait vue, elle avait levé les mains au ciel dans un étonnement sincère, persuadée d'avoir enfin trouvé l'exception rare parmi des locataires qui, auparavant, laissaient des casseroles pourrir sur le pas de la porte comme des offrandes aux lézards. Ayuk avait juste baissé les yeux avec pudeur, affirmant que ce n'était qu'un peu de ménage pour ne pas vivre dans la saleté. Cette modestie souple avait fait fleurir autour d'elle une aura de confiance. Très vite, chaque femme de l'enceinte s'était surprise à se comparer à elle. Si l'une d'elles oubliait de saluer la propriétaire, une voisine lâchait un soupir agacé en rappelant que la nouvelle avec le foulard saluait mieux qu'elle. Un jeu d'imitation discret s'était installé. Des caillucs passaient, les voix se faisaient plus douces, les dos se redressaient, les gestes se faisaient plus sages, comme si sa lenteur imposait un tempo plus digne. Elle s'était liée rapidement avec Manka, la femme pleine d'énergie qui tenait la petite boutique près de la grille. Manka avait une voix qui emplissait l'air même quand personne ne se présentait au comptoir, tandis qu'Ayuk semblait toujours craindre de déranger l'atmosphère. Cette amitié dissemblable avait pourtant pris racine tout naturellement, car Manka appréciait la douceur d'Ayuk, et Ayuk trouvait chez Manka une générosité franche. Tous les matins, Ayuk passait devant l'échoppe, offrait un bonjour limpide et soulignait l'admiration qu'elle avait pour ceux qui se lèvent tôt. Manka riait, rappelant que l'argent n'attend pas ceux qui aiment trop dormir. Puis elle glissait souvent une boisson fraîche à Ayuk en disant que sa douceur avait besoin d'un peu de sucre pour tenir la journée. Sans bruit, une confiance concrète avait grandi. Manka en était venu à lui confier les clés, d'abord pour réceptionner des cartons en son absence, puis parfois pour vendre et rendre la monnaie, car Ayuk notait tout avec une écriture nette et une patience de comptable. Dans la cour, Ayuk s'était imposée comme pacificatrice officieuse. Quand les femmes se disputaient à propos d'un balcon obstrué par des seaux, elle apparaissait comme une présence légère qui invitait à respirer et à remettre les choses à leur place, rappelant que la vie n'est pas seulement un bras de fer permanent et que la paix amène le respect. Les hommes de la concession lui adressaient le soir des saluts polis, reconnaissant en elle une présence exemplaire qui semblait aimanter la bienséance. Cette reconnaissance avait achevé d'installer sa réputation. Le véritable théâtre avait pris de l'ampleur quand Mamie Eneke avait décidé qu'Ayuk serait sa fille spirituelle. Un après-midi, la propriétaire, entourée de fleurs en plastique et de vieux calendriers figés dans des temps révolus, avait pris la mesure d'Ayuk comme d'un modèle féminin qu'elle opposait en silence aux pantalons trop ajustés et aux rires trop bruyants. Elle répétait qu'Ayuk était différente, qu'elle respirait la décence, et que si elle avait eu un fils, elle aurait choisi cette locataire comme belle-fille. Ayuk se contentait de répondre qu'elle vivait simplement et sans bruit, et cela renforçait encore le piédestal sur lequel on l'installait malgré elle. Lors de la réunion des locataires, Mamie Eneke avait présenté Ayuk comme la fierté de l'enceinte, la jeune femme au foulard sans tapage que chacune devrait imiter. L'assistance avait oscillé entre approbation étouffée et moue dubitative, car l'éloge public appuyé nourrit autant la ferveur que les résistances. Bessem, la mère célibataire du bloc voisin, avait laissé traîner une réserve en sous-texte, pensant intérieurement que trop de calme sans la prudence d'un lézard qui hoche la tête avant d'attaquer. Tandis que Manka prenait aussitôt la défense d'Ayuk avec la fougue qui la caractérisait, affirmant qu'il existe aussi des femmes discrètes simplement bonnes. C'est ainsi que la réputation d'Ayuk s'était épaissie, collée à sa peau comme une tapisserie qu'on effleure chaque jour jusqu'à ne plus la remarquer. Quand quelqu'un égarait une clé, on venait la voir. Quand une voisine avait besoin qu'on garde un petit billet jusqu'au lendemain, on frappait à sa porte. Quand Taré, la couturière, avait manqué de place pour ses rouleaux de tissu, c'est chez Ayuk que le stock avait dormi une semaine entière. Dans sa chambre, la simplicité régnait. Un lit unique, une chaise en plastique, une grande boîte brune où s'alignaient vêtements et papiers importants. Le soir, quand les groupes se dissipaient et que le quartier se noyait dans le ronflement électrique des générateurs, elle s'asseyait près de la fenêtre, limait doucement ses ongles, murmurait un bout d'hymne religieux, et cette silhouette immobile faisait croire à une prière lucide.
Ses nuits avaient l'air de bénédictions discrètes, mais ses journées étaient des heures d'observation patiente. En 4 mois, Ayuk s'était fondue dans le rythme du lieu au point de paraître un motif imprimé sur le mur. Elle savait qui s'était querellé avec qui devait encore un mois de loyer à Mamie Eneke, qui prétendait voyager chaque week-end pour dissimuler des amours secrètes, et qui cuisinait un éru à crédit, toujours les mêmes épices remises au lendemain. Rien ne lui échappait. Pas même la manière qu'avaient certains d'éviter le regard quand il portait un sac trop rempli, ni les trajets de Manka quand elle partait plus tôt que d'habitude pour le marché de gros, ni la façon de Bessem de cacher sa carte bancaire dans un livre rangé sur la 3e étagère. Ayuk emmagasinait ces détails comme on range des fiches dans une bibliothèque privée, méthodique et silencieuse. Et cette mémoire lisse affûtait son image de personne fiable, car elle anticipait les besoins avant même qu'on les formule. Les hommes soulignaient sa retenue, les femmes son utilité, les enfants sa gentillesse et Mamie Eneke son exemplarité. La confiance avait alors pris une dimension monétaire par petites touches calculées. Un cœur souple avait prêté sans hésiter. Le lendemain, Ayuk avait restitué le billet à l'heure dite, le regard clair et la parole brève, presque gêné de tant d'attention. À midi, Ayuk avait frappé chez Bessem pour demander la pointe de 2000 francs, expliquant qu'elle avait besoin de recharger son gaz et qu'elle rendrait la somme le lendemain de sa paie. Bessem, d'un cœur souple, avait prêté sans hésiter. Le lendemain, Ayuk avait restitué le billet à l'heure dite, le regard clair et la parole brève, presque gêné de tant d'attention. Cela s'était reproduit. Parfois 1000 francs pour une recharge téléphonique, parfois 7 cents pour un trajet en mototaxi, parfois 200 pour de l'eau en sachet, et à l'occasion 50 francs en plus pour marquer sa gratitude. Cette régularité exacte avait cimenté dans l'esprit du voisinage l'idée qu'on pouvait confier à Ayuk jusqu'au dernier kobo, centime. Elle était devenue le coffre-fort humain du domaine, toute proportion gardée. Celle qui gardait une clé de secours, un téléphone en trop, quelques billets destinés à être rendus sans faille. Et tout cela composait autour d'elle un cercle de sûreté que chacun venait effleurer à tour de rôle. Dans la boutique, Manka s'appuyait sur cette fiabilité car en son absence, Ayuk notait chaque vente, rendait la monnaie juste, alignait les cartons de lait, de riz et de spaghettis sur des piles droites et achevait ses heures avec un cahier que l'on aurait cru prêt pour un audit. Le soir, dans le demi-jour du couloir, paix à table, le vieux du rez-de-chaussée accroché à sa radio à pile, observait d'un œil plissé, l'air de somnoler, mais l'oreille levée sur les rumeurs qui glissaient comme une poussière dorée. Il disait peu. Pourtant, son silence avait un poids, et sa tête hochant à contretemps de l'enthousiasme ambiant plantait une petite épine de prudence dans le velours du tableau. Ayuk, elle, continuait sa ronde douce, sans faux pas, lissant les froissements, accueillant les confidences, rangeant sans bruit les petites détresses des autres comme on plie des chemises. Chaque geste rajoutait une couche d'évidence à la croyance qu'elle incarnait la paix même. Quand Mamie Eneke la croisait, elle se sentait rassurée dans son choix de l'ériger en exemple, se répétant que si toutes les locataires étaient à l'image d'Ayuk, le domaine dormirait avec un cœur léger. Quand Manka fermait tard, un clin d'œil suffisant vers la grille lui rappelait qu'une paire de mains amies veillait à proximité. Quand Bessem comptait ses pièces le soir, elle se disait que laisser un billet chez Ayuk était plus sûr que de le glisser sous un matelas. Quand Taré resserrait son ruban de tailleur sur une taille capricieuse, elle pensait que les rouleaux de wax reviendraient intacts si elle devait encore les stocker chez cette voisine sans histoire. Et quand les enfants couraient, pieds nus, à travers les flaques grasses, ils se calmaient d'un coup en croisant le regard d'Ayuk, comme si son pas mesuré réglait l'agitation autour. Ce fut cela, la première partie de sa présence au quartier Manu, une sédimentation lente de gestes utiles, un carnet de fiabilité rempli au fil des jours, une réputation posée comme un foulard toujours propre, une douceur qui, à force de cohérence, rendait invisibles les angles morts. Mais un jour, l'inimaginable se produisit. Manka arriva à sa boutique et trouva la serrure intacte, mais l'intérieur vidé. Plus de riz, plus de lait, plus de cartons de nouilles. La caisse était vide. La panique s'empara du quartier. Manka hurlait, pleurait, appelait les ancêtres. On soupçonna d'abord des voleurs venus de l'extérieur. Metakang, le gardien, jura n'avoir vu personne entrer ou sortir avec des marchandises cette nuit-là. Les regards se tournèrent vers Ayuk. C'était elle qui avait les doubles des clés. C'était elle qui connaissait les stocks. Ayuk releva la tête, la voix plus ferme, déclarant qu'elle n'avait rien à se reprocher, qu'on pouvait fouiller sa chambre si on voulait. Et c'est ce qu'ils firent. Ils fouillèrent partout, sous le lit, dans la boîte brune, dans le seau d'eau, dans chaque recoin. Rien. Pas un seul paquet de riz, pas un savon manquant. Les hommes du domaine, aidés par 2 gendarmes venus sur place, avaient tout retourné sans rien trouver. Au soir, la tension s'était apaisée sans disparaître, et chacun s'était replié dans sa chambre avec des soupçons à demi tus. Les jours suivants, le bruit courait encore. Les gens chuchotaient à son passage, mais Mamie Eneke refusait d'y croire. Elle répétait qu'une fille comme Ayuk ne pouvait pas voler, que ses mains trembleraient avant même de toucher un bien mal acquis.
Ayuk, de son côté, continuait comme si de rien n'était, balayant le couloir, souriant, s'inclinant avec le même calme. Une semaine plus tard, elle alla même consoler Manka, apportant des mots doux, des phrases de paix et promettant que tout finirait par s'arranger. Elle laissa échapper qu'elle croyait que Dieu a une raison pour tout, et Manka pleura encore d'être restée fidèle malgré les soupçons. Ce soir-là, elles partagèrent un plat de plantain frit, et tout semblait prêt à rentrer dans l'ordre. Mais la vérité finit toujours par se dévoiler, comme une calebasse qui se brise. Un matin, pendant que sa mère était sortie, le petit-fils de Bessem, Tindé, fouillait dans le sac que lui avait laissé Ayuk, croyant y trouver un jouet. Il y découvrit une feuille pliée. Plus tard, Bessem la ramassa en balayant, curieuse, et la déplia. Son cœur manqua un battement. C'était un reçu d'un grossiste de Kumba, ville voisine, daté d'une semaine après le vol. Les produits listés étaient exactement ceux de la boutique de Manka, 2 sacs de riz, 10 cartons de nouilles, des boîtes de lait et de sucre. Et tout en bas, un nom, Miss Ayuk Tani. Bessem sentit le sol se dérober sous elle. Elle appela immédiatement Manka en criant qu'elle avait trouvé quelque chose. Manka, surprise, sortit en trombe, ses mains encore couvertes de farine de beignet. Quand elle lut le papier, ses yeux s'écarquillèrent, sa bouche resta ouverte. Elles se regardèrent, puis d'un même mouvement, enfilèrent leurs sandales et filèrent vers la gare routière pour Kumba. Le trajet parut interminable, chaque nid de poule rallongeant la colère et la douleur. À leur arrivée, elles trouvèrent le magasin du grossiste, un homme en train de charger des cartons. Manka s'approcha et lui montra le reçu, demandant s'il connaissait cette femme. L'homme répondit sans hésiter que oui, qu'elle venait régulièrement livrer des marchandises, la décrivant avec précision jusqu'à mentionner son foulard. Manka sentit ses jambes flancher. C'était donc vrai. Ces produits avaient été revendus ici, et c'est Ayuk elle-même qui en avait signé la livraison. Elles restèrent un instant muettes. Puis Bessem, serrant le papier, déclara qu'elle devait rentrer immédiatement. Quand elles atteignirent de nouveau Manf, la lumière du soir teignait les murs d'orange. Ayuk, tranquille comme toujours, arrosait un petit pot de fleurs près de sa porte, fredonnant à mi-voix. Manka avança droit sur elle, la colère dans chaque pas, Bessem à ses côtés. Elles l'interpellèrent avec des mots durs, brandissant le reçu. Ayuk se figea, les yeux écarquillés. Manka cria qu'elle avait trahi sa confiance, qu'elle avait vendu les produits comme si de rien n'était. Bessem ajouta qu'elles avaient tout vu, qu'elles étaient allées sur place, qu'un témoin avait confirmé. Ayuk tenta de parler, de dire qu'il y avait une explication, qu'elle n'avait pas volé mais emprunté pour commencer un petit commerce, qu'elle aurait rendu la valeur. Les cris redoublèrent, les voisins sortirent, Mamie Eneke accourut demandant qu'on se calme, mais personne ne voulait entendre. Les voix s'élevaient, les insultes fusaient, les enfants pleuraient, le chaos éclata. Puis un bruit de moteur interrompit la scène. Une voiture de gendarmerie s'arrêta devant le portail. 2 agents descendirent, l'air grave, demandant qui était Ayuk Tani. La cour devint silencieuse. Ayuk leva la main lentement. Les menottes claquèrent. Les murmures s'élevèrent. Manka fondit en larmes. Mamie Eneke porta la main à sa poitrine et Peatab, depuis sa chaise, secoua la tête en murmurant que trop de calme finit toujours par cacher une tempête. Ayuk, les poignets liés, regarda une dernière fois autour d'elle. Son foulard glissa dans la poussière sans que personne ne se baisse pour le ramasser. Elle dit d'une voix tremblante qu'elle était désolée, qu'elle ne voulait pas faire de mal, mais les mots se perdirent dans le brouhaha. Le véhicule démarra dans un grand bruit, emportant avec lui l'illusion d'innocence qui avait plané pendant des mois. Derrière, la cour restait figée, un silence épais recouvrant les visages, chacun conscient que le vernis de douceur qui les avait charmés venait de se briser en 1000 morceaux. Le lendemain matin, la concession s'était transformée en un marché de rumeurs. À 8 heures à peine, l'histoire d'Ayuk avait déjà franchi les murs, portée par des voix qui enjolivaient les détails. On disait qu'elle avait monté un réseau de revente, qu'elle avait 3 complices, qu'elle cachait l'argent sous le lit, et certains juraient même qu'ils avaient vu des policiers la suivre depuis longtemps. La réalité, pourtant, était simple et nue. Ayuk avait trahi la confiance de ceux qui l'avaient accueillie comme une sœur. Mamie Eneke, la propriétaire, balayait la cour en silence, le visage fermé. Quand une voisine lui annonça qu'on parlait déjà de l'affaire à la radio locale, elle resta pétrifiée, la bouche entr'ouverte, le balai suspendu en plein air. On disait qu'une jeune femme au foulard avait escroqué tout un quartier à Manf avant d'être arrêtée, et le présentateur du matin en faisait même une leçon sur les apparences trompeuses. Mamie Eneke se prit la tête entre les mains en gémissant que ses prières s'étaient perdues dans le vent. Autour d'elle, les locataires étaient partagés entre colère, honte et fascination. Certains affirmaient qu'ils s'en doutaient, d'autres juraient qu'ils n'auraient jamais pu imaginer une telle chose. Manka, la plus touchée, restait prostrée devant sa boutique vide, fixant le sol comme si elle y cherchait encore une trace de vérité. Bessem, de son côté, répétait à qui voulait l'entendre que les visages doux sont parfois les plus dangereux.
Le soir venu, Peatab s'assit sur sa chaise en rotin, la radio sur les genoux, écoutant le vent et les conversations. Il dit tranquillement que la vie venait de leur donner une leçon que ni l'école ni l'église ne pouvaient enseigner. Ne jamais confier son sommeil à celui qui parle trop bas. Les autres rirent nerveusement, mais personne ne répondit vraiment. Le lundi suivant, la police revint avec Ayuk pour vérifier les marchandises retrouvées. Le fourgon entra dans la cour dans un silence de cimetière. Et les locataires sortirent les uns après les autres, attirés par la curiosité. Ayuk descendit, amaigri, le visage défait, ses yeux rougis. Sa robe était froissée, son foulard absent, ses poignets encore marqués. Manka se tenait là, les bras croisés, et quand leurs regards se croisèrent, Ayuk tenta un sourire fragile, mais Manka détourna la tête. L'officier demanda à Ayuk de confirmer quel bien appartenait à la boutique, et elle le fit d'une voix éteinte, reconnaissant les sacs de riz, les cartons de nouilles, les boîtes de lait. Manka secoua la tête lentement, incapable de parler. Quand la vérification fut terminée, Ayuk se tourna vers elle, la voix tremblante, lui demandant pardon, expliquant qu'elle n'avait jamais voulu lui faire du mal, qu'elle voulait juste commencer un petit commerce pour s'en sortir. Manka répondit froidement que la misère n'excuse pas la trahison, que certaines blessures valent plus cher que l'argent perdu. Autour d'elle, les femmes hochaient la tête, l'air grave, et Mamie Eneke, les larmes aux yeux, murmura qu'elle l'avait appelée sa fille, qu'elle lui avait confié sa clé, qu'elle avait cru en elle comme on croit en un signe du ciel. Ayuk baissa la tête sans répondre. L'officier mit fin à la scène en la reconduisant au fourgon. Mais avant qu'elle ne monte, Peatab parla, la voix basse mais claire, disant qu'il avait prévenu, qu'il avait vu venir le vent sous le calme, et que maintenant chacun devait retenir la leçon. Quand la voiture s'éloigna, le bruit du moteur résonna comme une fermeture de rideau. Les jours suivants, le quartier retrouva son agitation, mais quelque chose avait changé. Les femmes ne confiaient plus leurs clés à personne. Les enfants apprirent à se méfier des sourires trop polis, et Mamie Eneke installa une nouvelle règle affichée près du portail. Aucune clé, aucun argent, aucun bien ne doit être confié à un voisin. Si ta main te démange, gratte-la toi-même. Manka, avec l'aide de quelques locataires, réussit à rouvrir sa boutique. Le premier jour de réouverture, elle disposa soigneusement les produits, rangea les étagères, puis s'arrêta un moment pour respirer. Elle savait qu'elle ne retrouverait pas tout, mais elle retrouvait peu à peu sa paix. Bessem l'aida à noter les ventes. Arrêt cousit de nouveaux rideaux pour le comptoir, et chacun apporta une petite aide pour tourner la page. Mais le soir, quand la lumière baissait et que le bruit des générateurs remplissait l'air, certains pensaient encore à Ayuk. On se demandait où elle dormait, si elle regrettait, si elle priait encore comme avant. 3 mois plus tard, un après-midi, elle réapparut. Personne ne s'y attendait. Elle portait une robe simple, sans foulard. Le visage maigre, les yeux creusés. Elle marchait lentement le long de la route poussiéreuse, traînant un petit sac. Quand elle passa devant la grille de la concession, Manka la vit. Leurs regards se croisèrent une seconde. Ayuk essaya un salut timide, un bon après-midi, fragile, mais Manka resta immobile, les bras croisés, soutenant son regard. Elle répondit seulement que certaines blessures ne se ferment jamais. Ayuk hocha la tête, les larmes aux yeux, et continua à marcher, disparaissant au coin de la rue. Dans la cour, les femmes sortirent leur tête par les fenêtres, les enfants chuchotèrent, et Mamie Eneke resta muette, serrant son panier entre ses doigts. Le soir, sous le manguier, Peatab reprit sa place habituelle, sa radio posée sur la table en bois. Il regarda les visages autour de lui et dit que les habits blancs ne blanchissent pas le cœur, que la foi n'a pas de foulard, et qu'il faut apprendre à ouvrir les yeux autant que les grilles. Les femmes acquiescèrent en silence. Depuis ce jour, chaque fois qu'une nouvelle locataire arrivait au quartier Manu avec un foulard bien noué et des manières trop calmes, quelqu'un murmurait que c'est bien d'être gentil, mais qu'on ne veut plus de paix qui cache des orages. La vie reprit son cours, les disputes de couloir, les rires d'enfants, le bruit des bassines et les voix fortes du soir. Mais au fond de chacun restait une prudence nouvelle, une cicatrice invisible. Ayuk était devenue une histoire qu'on racontait encore des années plus tard. Une légende locale que les nouveaux entendaient à leur tour. On disait qu'elle avait montré à tout Manf que le mal ne crie pas toujours, qu'il peut parler doucement et sourire avec les yeux. Et c'est ainsi que la concession a pris une vérité dure comme le béton, la bonté n'est pas un vêtement. La morale n'est pas une apparence. Et la confiance, quand elle est trahie, laisse derrière elle un silence plus lourd que tous les générateurs réunis. Si cette histoire t'a touché, fais-le-moi savoir dans les commentaires. Partage ton avis. Que penses-tu d'Ayuk, de la confiance, des apparences trompeuses? Clique sur « J'aime » pour soutenir le travail et aider cette histoire à voyager encore plus loin. Abonne-toi pour ne manquer aucune nouvelle histoire et active la cloche pour être prévenu dès la prochaine publication. Partage cette vidéo ou ce texte avec tes proches, car quelque part, chacun d'entre nous connaît une Ayuk sans le savoir. À très vite pour une nouvelle histoire pleine d'émotions et de leçons.